Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, participe au sommet de la COP28 à Dubaï. Toujours dans l'actualité nationale, participation du ministère de l'Éducation nationale à la formation professionnelle au 11e sommet mondial d'innovation pour l'éducation au Qatar. Et enfin, au Proche-Orient, les forces d'occupation israéliennes reprennent le bombardement des zones civiles à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et président en exercice de l'IGAD, a pris part ce matin au sommet du 28e conférence des Nations Unies pour les changements climatiques COP28, qui s'est ouvert aujourd'hui à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le centre d'exhibition international de Dubaï a accueilli plus de 160 dirigeants mondiaux ainsi que des milliers de représentants du secteur privé, des scientifiques et des ONG pour discuter des actions à mettre en œuvre face au réchauffement climatique. Ce sommet marque un moment décisif pour agir sur les engagements climatiques et prévenir les pires impacts des changements climatiques à travers une action commune, des prises de décisions et engagements en matière de climat et de promouvoir des efforts coordonnés pour lutter contre les conséquences du changement climatique. Il est important de souligner que la République de Djibouti est alignée sur ses objectifs climatiques à travers des projets d'énergie renouvelable et à la construction d'infrastructures dédiées comme l'Observatoire régional pour la recherche sur l'environnement et le climat, OREC. Le pays ambitionne d'atteindre 100% d'énergie propre d'ici 2030. La COP28 cette année marque la conclusion du bilan mondial qui est la première évaluation des progrès mondiaux dans la mise en œuvre de l'accord de Paris 2015 en vue de limiter la hausse de température de 1,5 degré Celsius. Le premier rapport reconnaît que le pays doit élaborer des plans pour un avenir de zéro net d'émissions, que le passage aux énergies propres accéléré, mais il est indiqué que la nécessité d'accélérer la transition rapide pour limiter le réchauffement climatique et le réchauffement dans le cadre des ambitions actuelles. Ces rapports publiés par l'ONU Climat montrent que les plans d'action nationaux actuels sur le climat, connus sous le nom de contribution nationale déterminée, permettra de réduire les collections des émissions de gaz à effet de serre de 2% par rapport au niveau de 2019 d'ici 2030, indiquait clairement qu'une réduction de 43% est nécessaire. Eh bien, cette 28e édition de la conférence des Nations Unies sur le climat, COP28, qui s'est ouverte à Dubaï, pays hôte de ce sommet mondial sur le climat, où plusieurs leaders mondiaux ont pris part à cet événement, dont le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à la tête d'une forte délégation ministérielle. Trouver de nouveaux termes adoptés sur la transition énergétique, promouvoir les énergies renouvelables, réduire les énergies fossiles, qui est une transition cruciale pour réussir à limiter le réchauffement de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, ont été au cœur des discussions de l'agenda des dirigeants au cours de ce sommet. La République de Djibouti est en phase avec l'ensemble des objectifs et ambitions de la COP28, à travers l'acquisition d'infrastructures modernes dans l'Observatoire régional de la recherche pour l'environnement et le climat et les nombreux projets entérinés comme la géothermie, le parc éolien, le central solaire, en vue d'une transition de sécurité énergétique durable. Eh bien, selon les experts en climat, le monde doit investir plus de 3 000 milliards de dollars par an, soit plus de 2 737 milliards d'euros environ d'ici 2030 pour atteindre les objectifs climatiques fixés. Cette conférence des Nations Unies sur le climat a valeur de plateforme d'échange, de concertation et de décision pour les pays du monde sur l'une des problématiques actuelles les plus en vue, les conséquences posées par le phénomène du réchauffement climatique. Ces sommets sur le climat reposent sur le principe d'un signe des pays membres de la conférence des Nations Unies sur le climat à appliquer l'accord en matière d'émissions de gaz à effet de serre, un barème définitif disposant au maximum à une augmentation de 1,5 degré Celsius par rapport à la température moyenne mondiale. Rappelons que plus de 100 milliards de dollars est destiné aux pays en voie de développement appelés à faire face aux coûts élevés de leur transition énergétique. Eh bien, le chef de l'État a dédié dans son premier volet de cette intervention au récit général des dispositions prises par la République de Djibouti en vue de se conformer à un processus efficient de transition énergétique. Écoutons le chef de l'État.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Highness Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and President of COP28, Excellencies, Heads of States and Governments, Mr. Secretary General of the United Nations, Mr. Executive Secretary of the Convention, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Let me at the outset thank His Highness Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates. Son Altesse Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis et Président de la COP28. Excellences, chef d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier Son Altesse Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis et Président de la COP28, ainsi que le peuple émirati fraternel pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette charmante ville de Dubaï. J'aimerais également exprimer mes remerciements à M. Simon Stiel, le secrétaire exécutif de la Convention, pour les arrangements exceptionnels mis en place pour faciliter notre travail au cours de cette conférence. Enfin, la République de Djibouti soutient pleinement les déclarations faites par le président de la Zambie au nom de l'Afrique et le président de Cuba au nom du groupe 77 et la de la Chine. Votre Altesse, nous nous trouvons dans une nouvelle ère, l'ère de l'ébullition mondiale, où les conséquences du changement climatique deviennent de plus en plus graves. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a bien saisi l'ampleur de l'urgence climatique. Des vagues de chaleur, des méga-incendies, des sécheresses et des inondations se produisent avec une fréquence alarmante, servant de rappel constant de la nécessité d'une action urgente. En 2023, les températures en Chine ont atteint 52 degrés Celsius, tandis que la Californie a connu des températures torrides de 56 degrés Celsius. Des méga-incendies dévastateurs ont ravagé la forêt canadienne. La Libye a souffert d'inondations meurtrières, entraînant plus de 14 000 décès tragiques. Il est évident que personne n'est immunisé contre l'impact du changement climatique et les dommages infligés à notre planète, jusqu'à présent, sont irréversibles. Cependant, malgré 8 années écoulées depuis l'accord de Paris, nos débats sur le climat continuent d'être entachés par les mêmes divisions. Bien que l'Afrique ait contribué le moins éclat actuel à la détérioration climatique, nous restons fermes dans notre engagement à atténuer son impact. Cependant, nous nous retrouvons souvent à financer nos projets par le biais de dettes, tandis que le financement promis pour l'adaptation au changement climatique, tel qu'indiqué dans l'accord de Paris, reste insuffisant. Nous croyons fermement que les nations développées doivent respecter leur engagement, en particulier en ce qui concerne la nourriture de financement adéquat pour l'adaptation au changement climatique, la prise en compte des pertes et dommages de la garantie d'une transition juste. Le principe de responsabilité commune mais différencié devrait être contraignant. Eh bien, dans un second temps, le chef de l'État a alerté sur le fait que le réchauffement climatique est le lot du paupérisation qu'il entraîne dans son sillage, notamment l'arrivée des migrants fuyant les sécheresses et les conflits régionaux, compromettent à l'échelle des États les projections et les équilibres des systèmes de santé publique. Réécoutons le chef de l'État. In accordance with our national determined contribution, Votre Altesse, conformément à notre contribution déterminée au niveau national, Djibouti a accompli des progrès significatifs dans la réduction des émissions depuis la mise en œuvre de l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie il y a plus d'une décennie. Nous avons récemment inauguré une centrale éolienne de 60 MW pour renforcer notre production nationale d'électricité et avons des projets de construction d'une centrale solaire visant à atteindre une énergie entièrement propre d'ici 2035. De plus, nous avons établi l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat à Djibouti, en partenariat avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cet observatoire utilisera des méthodes de recherche innovantes pour éclairer les décisions politiques en matière d'adaptation au climat et de la résilience, non seulement à Djibouti, mais aussi dans la région élargie. Le changement climatique est une question complexe, impactant la société et l'économie, exacerbant les inégalités et entrave le développement du capital humain. Pour relever ces défis, Djibouti a mis en œuvre une stratégie de protection sociale, d'adaptation à la crise pour renforcer la résilience des ménages touchés par le changement climatique. De plus, la convergence du changement climatique et l'arrivée des migrants fuyant les sécheresses et les conflits régionaux ont mis une pression significative sur notre système de santé, déjà affaibli par la pandémie du Covid-19.
Nous avons constaté des changements dans l'épidémiologie des maladies infectieuses, l'émergence de nouveaux virus provoquant des fièvres inexpliquées, la présence endémique des vecteurs du paludisme, même pendant la chaleur intense. L'été djiboutien, pour lutter efficacement contre la propagation du paludisme, nous avons investi dans la technologie de transmission génique pour étudier l'accouplement des moustiques anopheles, mais génétiquement modifiés avec des femelles sauvages. Ces défis vont au-delà de Djibouti. Exhibons un effort collaboratif pour adopter le concept de One Health. Cette approche holistique prend en compte l'interconnexion de la santé humaine, animale et environnementale, protégeant la capitale humaine et la planète pour les générations futures. Notre responsabilité va au-delà d'un simple discours. Elle exige de l'action. Je crois fermement qu'une action complète, inébranlable et urgente avec la mobilisation consciente et unie de tous les pays développés et en développement peut sauver notre planète. Je vous remercie à tous. Eh bien, la COP28 pourrait-elle mieux démarrer? Jeudi, au premier jour de la conférence sur le climat, Dubaï et les Émirats arabes unis ont annoncé un accord sur la création d'un fonds pour le financement des dégâts causés par le changement climatique. Les pays hôtes s'est engagé dans la foulée à verser plus de 100 millions de dollars au fonds. L'Allemagne a pris le même engagement. Le fonds sera hébergé par la Banque mondiale au cours des 4 prochaines années et son lancement est prévu pour 2024. C'est une journée vraiment historique et remarquable que nous attendions à ce jour depuis trop longtemps, en particulier ceux qui ont Canaries dans la mine du changement climatique, qui ont subi des pertes et des dommages climatiques. Avant, beaucoup d'autres ont fait valoir la nécessité d'un financement spécial. Avec ce manque de financement, nous avons créé ce lien entre les climats et la dette. Tous les pays vulnérables au climat sont maintenant aussi les pays les plus endettés du monde parce qu'ils doivent financer la reconstruction et la réhabilitation sans financement, a déclaré Avinash Perso, envoyé spécial pour le climat de la Barbade. L'accord conclu reste accord apporter des réponses à plusieurs questions, notamment l'éligibilité des pays et la gestion du fonds à long terme. Direction le Qatar, où je vous le disais, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle de la République du Djibouti, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a participé au 11e sommet mondial de l'innovation pour l'éducation qui s'est tenu au Qatar. Le sommet qui s'est déroulé du 28 au 29 novembre à Doha, dans la capitale qatari, a réuni plus de 2000 parties prenantes et 100 experts du monde entier sous le thème « Perspective de créativité, l'épanouissement humain à l'ère de l'intelligence artificielle », c'est-à-dire à l'ère de l'IA. L'objectif de ce 11e sommet mondial d'innovation pour l'éducation a été de comprendre les enjeux de la maîtrise créative à l'ère de l'IA dans le contexte éducatif mondial, d'explorer les meilleures pratiques et les innovations éducatives liées à l'IA, ainsi que de promouvoir la coopération internationale pour renforcer le paysage éducatif. Lors de ce sommet, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle était accompagné des hauts cadres de son département, à savoir Mme Mouna Ismaël Abdou, l'inspectrice générale de l'éducation, Mme Rad Mahmoud, la directrice générale du CRIPEN, et de M. Moussa Adam, chef de service au sein de la direction de l'enseignement privé et associatif, et M. Mohamed Ali Bélé, professeur de mathématiques et président de l'association Djibouti Adams. La délégation djiboutienne a assisté à la cérémonie d'ouverture de ce 11e sommet de WIZ qui a été présidé par son Altesse Cheikh Mosé Ben Nasser, président du conseil d'administration de la Fondation du Qatar pour l'éducation, soulignant son engagement de plus de 2 décennies envers l'éducation en Palestine, particulièrement à Gaza. Elle a exprimé ses préoccupations encore à la destruction de 36 écoles et à l'université soutenue par le programme Al-Fourouqa lors des récentes opérations de guerre, soulignant la perte significative pour l'avenir, insistant sur la nécessité de protéger l'éducation et la dissolution des considérations politiques ou des conflits historiques. Son Altesse a rappelé que chaque école démolie au fondement de l'univers éducatif, la délégation djiboutienne a activement pris part aux discussions sur des sujets cruciaux tels que l'éthique de l'IA et l'accès équitable à l'éducation et à la transformation des systèmes éducatifs. De plus, le ministre et sa délégation ont pris part à la table ronde ministérielle qui avait pour objectif de présenter des dispositions politiques actuelles au niveau national. Ainsi, dans la scolarisation des élèves en dehors de l'école, la table ronde était présidée par la ministre qatari de l'enseignement supérieur, son Excellence Boutaïna bin Ali Al-Jabr Al-Meini. Rappelons que la table ronde à laquelle ont pris part le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que des pays engagés dans cette initiative, à savoir la République de Djibouti,
la Somalie, la Gambie, la Tanzanie, la Sierra Leone, ainsi que le ministre, au cours de table ronde une fois dans son intervention, a rappelé que a mis en avant les avancées significatives de notre pays dans la scolarisation du Out of School grâce aux efforts du gouvernement djiboutien avec l'appui éducatif. Le ministre a exposé les défis persistants du système éducatif local tels que la diversité géographique, les obstacles socio-économiques, les impacts du changement climatique et enfin le captage des populations vulnérables. Il a enfin recensé les différentes catégories d'écoles non publiques, identifiant leurs besoins spécifiques et la nécessité de structurer les écoles coraniques et les intégrer au système formel. Un moment fort de la mission a été à la rencontre de la ministre djiboutienne avec son homologue du Qatar, Bin Ali Al-Jabr Al-Meini, renforçant ainsi les liens bilatéraux et ouvrant la voie à de nouvelles collaborations futures. Direction les îles de la Réunion où les ministres de la Culture et de la Jeunesse se sont réunis hier dans la fuite aux îles de la Réunion à Saint-Denis afin de discuter sur les questions et recommandations soulevées lors de la réunion des experts du 27 au 29 novembre dernier. En effet, les ministres venus de Comores, Djibouti, France, Maurice, Seychelles ont longuement débattu sur les différents points à l'ordre du jour pour la validation, entre autres, des disciplines des prochains Jeux qui auront lieu à Seychelles en 2025, la programmation des activités de 2023 à 2024 de l'organisation d'un forum de la jeunesse de l'océan Indien. Parmi les points à l'ordre du jour figurait également l'élection du président et du vice-président et secrétaire général de la commission de la jeunesse des sports de l'océan Indien. Les ministres réunis à huis clos cette fois-ci ont donc élu la ministre djiboutienne, Dr Hibo Moumin Assoui, présidente, et le ministre comorien, vice-président, et ont reconduit le Mauricien Ashok Chibouti au poste de secrétaire général. Retour à Djibouti, où une délégation djiboutienne conduite par l'ambassadeur de Djibouti accrédité en Égypte, M. Ahmed Ali Barre, est composée de l'inspecteur général du travail, Abdi Farah Idli, et de M. Isman Ali Mohamed, conseiller chargé des affaires arabes, et représentant le ministre du Travail séjournant en Libye pour prendre part à la conférence des ministres du Travail et des États sahariens dont les travaux ont débuté lundi dernier. Cette assise de grande envergure qui s'est tenue à Tripoli, dans la capitale de la Libye, a été marquée par la participation de 25 délégations officielles conduites par les ministres du Travail respectifs des États représentés. Aussi, il convient de souligner que la présence d'un panel éminent d'experts et professionnels du monde du travail issus de divers horizons. C'est pas vrai, il est question au cours de 2 jours d'intenses travaux de débattre et d'échanger sur des thématiques consacrées à la mobilité de la main-d'œuvre au sein de la communauté des États sahariennes. Au menu de discussion affiché à l'ordre du jour, il y avait plutôt un protocole dont l'objectif est de renforcer l'esprit et la coopération conjointe dans le domaine de la gouvernance de la main-d'œuvre en établissant un cadre officiel pour gérer, régir la mobilité et la main-d'œuvre dans les États membres, de tirer profit des expériences professionnelles, ainsi que pour répondre aux besoins du marché du travail dans les pays membres. Autre actualité dans ce 22 heures, le secrétaire général du ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a présidé la cérémonie de clôture de la réunion annuelle du CONTES. La réunion annuelle du Conseil national du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, son acronyme CONTES, a vu la participation des différents acteurs concernés, à savoir les syndicats des travailleurs djiboutiens et les secteurs privés. L'objectif principal de cette rencontre est de renforcer la gouvernance et la migration de la main-d'œuvre à Djibouti. CONTES est une instance tripartite qui constitue une plateforme d'échange de débats pour les partenaires sociaux, États employeurs et représentants des travailleurs pour engager une concertation sur les questions relatives à la législation du travail. Eh bien, lors de cette rencontre, des textes étaient adoptés à la réflexion. Il s'agit là du processus de ratification de la Convention 181 et aussi le processus de développement de la stratégie des migrations des main-d'œuvre en application avec disposition du Code de travail dans la République de Djibouti. La Convention numéro 181 sur les agences privées d'emploi pour ratification et fournir
des orientations supplémentaires conformes aux normes internationales en matière de réglementation des APE. Ces instruments juridiques créent un environnement favorable à la promotion du travail décent. La ratification n'est qu'une première étape nécessaire en vue d'harmoniser les exigences posées par ces conventions. Il reste un chemin à parcourir pour la mise en œuvre et l'application effective des valeurs véhiculées par ces normes et une prise en compte de ces conventions par les tribunaux et les cours lors des litiges du travail. Autre actualité, cette fois-ci, c'est le ministère délégué chargé de la décentralisation qui a organisé hier à Sheraton Hotel une réunion du comité du programme ADIL. Ont été discutées lors de cette réunion les différentes réalisations des initiatives des 5 régions. Il s'agit là en effet de faire les points sur les différentes réalisations au niveau régional et de préparer d'autres approches pour les années à venir. Le développement régional efficace implique une approche globale et coordonnée des renforcements des capacités régionales. Il s'agit en plus d'améliorer les compétences et les ressources des acteurs régionaux, qu'il s'agisse de gouvernements locaux, d'organisations non gouvernementales ou d'entreprises, afin de mieux répondre aux besoins et aux défis spécifiques de la région. Le programme ADIL a permis de booster le processus de la décentralisation qui implique l'amélioration de la collaboration entre différentes entités au niveau régional, favorisant ainsi une approche plus globale du développement régional. Cette réunion a vu la participation du comité du programme ADIL, le secrétaire général du ministère de la décentralisation, M. Mohamed Issa Farraj, la chef de coopération de l'Union européenne, la directrice des prospectives de développement territorial et les présidents des conseils régionaux des 5 régions de l'intérieur. Le personnel du projet à la fonction publique dès janvier 2024 pour ainsi capitaliser sur les acquis du projet. Comme vous le savez certainement, la délégation de l'Union européenne a organisé lundi dernier la revue à mi-parcours de la programmation sous le instrument NDICI 2021-27 avec le gouvernement. Et au cours de cette réunion, les autorités, et monsieur le secrétaire général ici présent, ont d'ailleurs vraiment souligné toute l'importance de ce projet et de la décentralisation en général. Le lendemain, comme aussi déjà référé ici par le secrétaire général, nous avions en effet aussi organisé la présentation des PDR de chaque région à un large public de partenaires techniques et financiers. Ici, et ceci justement pour les intéresser à se joindre à nous pour garantir une deuxième phase de ce projet ADIL. Eh bien, la participation des populations dans le processus de développement régional permet tous les segments de la population pour garantir une représentation équitable des besoins et des perspectives locales. Écoutons le secrétaire général. Vous le savez, le programme ADIL a, il faut bien le dire, permis de booster le processus de décentralisation en permettant des avancées notables dans plusieurs domaines. On peut en citer quelques-uns. Le cadre juridique de la décentralisation comportait des textes disparates, composés de dispositions ambiguës, conflictuelles, et qu'il fallait harmoniser. L'appui que l'Union européenne et Expertise France nous ont apporté à travers ce programme a permis d'harmoniser le texte législatif, le corpus juridique de la décentralisation et d'améliorer la lisibilité de ces textes en les rassemblant autour d'un document. Culture à présent, où Deep Talent, la 3e soirée des 16e de finale victoire méritée des jeunes filles avec Fatouma Edeka, sélectionnée hier soir, meilleure voix
de la soirée. La critère de sélection de la deuxième phase, l'émission télé-réalité qui passionne les Djiboutiens et Djiboutiennes, l'émission Djib Talent réalisée par la radio-télévision de Djibouti en partenariat avec le ministère de la Jeunesse est devenue incontournable sur le petit écran tous les jeudis soirs. Et c'était la troisième soirée des 16e de finale de l'émission phare Djib Talent qui a tenu en haleine le public du pays et de la diaspora qui suivent l'émission en direct dans la chaîne et aussi sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, à savoir Facebook. Hier soir, c'est donc 8 candidats, hommes et femmes, qui ont concouru pour être sélectionnés meilleure voix de la soirée. Après une rude sélection, entre les 8 candidats ont été départagés par un jury et par le vote du public par SMS, par le biais du numéro le 34 920. La sélection de la meilleure voix a été supervisée, comme d'habitude, par le huissier Abdou Malik et les présidents des jurés d'artistes. Enfin, 2 jeunes filles ont été sélectionnées meilleure voix de la soirée, à savoir avec Fatouma Mohamed et Deka Ali, une première pour la victoire des filles annoncée en direct par le huissier. Les 2 gagnants de la soirée sont Dir Ali Aden avec 15,74 et Fatma Mohamed avec 15,51. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la garde-côte djiboutienne et la marine nationale qui ont pris part à une nouvelle édition de l'exercice maritime intitulé Bull Shark. L'exercice Bull Shark qui réunit les forces opérationnelles interarmées combinées américaines, la garde-côte djiboutienne, la marine nationale est destinée à renforcer l'interopérabilité multilatérale dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime entre les différents partenaires qui prennent part. Le colonel Waes Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le colonel Ahmed Daher Jama, commandant de la marine nationale, ont supervisé le déroulement de l'exercice en compagnie de plusieurs hauts responsables militaires américains. Cette opération conjointe a servi aux participants de s'entraîner ensemble et d'échanger leurs connaissances dans les techniques d'abordage d'un navire suspect, la recherche de sauvetage en mer, les évacuations médicales en mer, ainsi que les techniques d'investigation. L'étendue des moyens humains et techniques déployés témoigne de l'importance à accorder aux efforts de coopération et de collaboration entre les différents partenaires qui visent à mettre en œuvre une interopérabilité efficace et professionnelle. Il s'agit là d'une nouvelle illustration de la volonté de la République de Djibouti et de ses partenaires internationaux de renforcer leur coopération, leur collaboration dans la sécurité maritime régionale au vu de l'importance de la position géographique stratégique de la République de Djibouti.
Direction le nord du pays où une forte délégation conduite par la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, en mission dans la région du nord du pays, à savoir Obok et Tadjoura. Après la région d'Obok, la délégation de l'UNFD s'est rendue à Tadjoura ville et au village du Daï, accueillie par le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, et les autorités de la région. La délégation de l'UNFD a reçu un accueil chaleureux et des échanges avec les représentants de la préfecture, du conseil régional et les leaders des femmes de Tadjoura. Rappelons que les échanges ont été intenses et riches à Tadjoura lors des rencontres au siège des femmes de Tadjoura, une mission que l'UNFD a organisée dans le cadre de 16 jours d'activités destinées à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Accueillie par le préfet, le président du conseil régional et des responsables de la région de Tadjoura, la délégation de l'UNFD conduite par Mme Fatouma Moussa et comprenant des parlementaires s'est rendue dans la localité et l'organisation de ces régions dans le cadre de sa mission de 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites à l'égard des femmes et des filles. Eh bien, en marge de cette activité, la délégation conduite toujours par la secrétaire générale, Mme Fatouma Moussa, a poursuivi sa tournée dans la localité de Daï pour aller à la rencontre des femmes de ce village. La délégation de l'UNFD a reçu un accueil des plus chaleureux de la population du Daï sous la houlette du député Ahmed Oudat en présence de la parlementaire Ouma Mohamed Hamid. Au cours de cette visite, Mme Fatouma Moussa Abdi, la secrétaire générale de l'UNFD, a remis à la population locale de Daï divers équipements et matériels offerts par Mme Khadra Mohamed Haïd, première dame et présidente de l'UNFD. Ces équipements comprenaient des aliments, des couvertures, des vêtements féminins, des moustiquaires et des cartons contenant des kits, des petits ustensiles de cuisine. La population locale a exprimé sa gratitude à la délégation de l'UNFD et à la première dame pour son geste généreux. Dans le locaux de l'organisation de région de sa campagne de mission de 16 jours d'activisme, lutter contre les violences faites à l'égard des femmes et des filles. Des couvertures, des vêtements féminins, des moustiquaires, des cartons contenant des kits, ustensiles de cuisine. La population locale a exprimé sa gratitude à la délégation de l'UNFD et à la première dame pour son geste généreux. Eh bien, lors d'une prise de parole, la secrétaire générale, Mme Fatouma Moussa, a remercié la population pour l'accueil chaleureux de la visite dans la localité du Daï. Elle a transmis les salutations de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, qui a pensé à la population dans le cadre de ces 16 jours d'activité pour lutter contre les violences faites aux femmes et filles. Direction, on reste toujours dans le Nord où le mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a organisé un atelier de sensibilisation et d'information pour les jeunes sur la migration dans le Sud, plus précisément à Lissébié, l'environnement et le changement climatique à l'hôtel Palmaret. L'objectif était de promouvoir une meilleure compréhension chez les jeunes des liens entre la mobilité humaine,
l'environnement et le changement climatique. L'ouverture de l'atelier s'est tenue en présence du président du mouvement de la jeunesse unie et indivisible, Ahmed Mogola, la chargée de projet de l'OIM, Mme Bi, le sous-préfet de la localité de Ali Adeh, Shaban Daher, le vice-président du conseil régional d'Ali Sabié, le représentant du ministère de l'Intérieur, de la Culture, le coordinateur du mouvement de la jeunesse unie et indivisible d'Ali Sabié, ainsi que les membres du mouvement. Eh bien, le président du mouvement de la jeunesse unie et indivisible a déclaré que les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans les questions des migrations et le changement climatique. Il les a encouragés à porter leurs perspectives, leur énergie et leur engagement pour façonner un avenir durable. À l'issue de cet atelier, les connaissances et les expériences partagées par la formatrice ont été vraiment enrichissantes, démontrant l'importance des liens entre les changements climatiques et la migration. Et les capacités des jeunes pour qu'ils comprennent les liens qui existent entre les changements climatiques et la mobilité humaine. Aujourd'hui ou demain, n'importe qui peut devenir un migrant climatique. C'est pourquoi nous avons voulu organiser cet atelier en collaboration avec l'OIM pour que les jeunes comprennent les enjeux cruciaux liés au changement climatique et la mobilité humaine. SOS Village Enfant a marqué la clôture de la Semaine internationale des droits de l'enfant avec une cérémonie significative. La cérémonie a été enrichie par une présentation détaillée de l'organisation ainsi que des sketchs, chants et danses traditionnelles. La cérémonie a vu la participation active du sous-préfet, du vice-président du conseil régional, des représentants des divers ministères et des notables de la région de Tadjoura. Cette participation des acteurs clés a renforcé l'impact de cette clôture, témoignant de l'engagement commun envers le bien-être des enfants. L'objectif est pour le pays signataire de la Convention internationale relative aux droits des enfants, dont le nôtre, qui a également ratifié la Charte africaine dédiée aux enfants, de sensibiliser le pouvoir public, l'ensemble de la communauté djiboutienne à respecter les droits fondamentaux de nos chers bambins, dont notamment ceux axés dans le domaine de la santé, de prohiber l'enrôlement des mineurs dans le milieu de travail, mais de les protéger également contre tous les genres de violences. De l'organisation de SOS Village, M. Ali, et l'organisation SOS Village, qui ont contribué à apporter beaucoup de changements depuis qu'ils se sont installés à Tadjoura, un foyer chaleureux pour les enfants. Messieurs, si nos enfants sont à l'abri à travers le monde, d'autres ne le sont pas. Comme vous le savez, aujourd'hui, les enfants de la Palestine, surtout de la bande de Gaza, ne vivent plus, ne savent plus ce que c'est que la vie, n'ont pas un lendemain. Et nos pensées vont à l'endroit de ces enfants. Aujourd'hui, nous fêtons. Mais est-ce que ces enfants savent ce qui va leur arriver demain? Chaque jour, nous devrons penser à ces enfants. Malheureusement, nous sommes incapables de faire quelque chose. Par contre, nous pouvons leur envoyer nos du'as dans nos prières. Parce que vous savez que les du'as, c'est une très grande arme qui peut changer les destins de l'être humain, comme il a été dit dans les hadiths. En conclusion, je dirais bonne fête aux enfants et que votre fête soit faste. Merci beaucoup. Eh bien, le directeur de SOS Village, lors de son discours, souligne le soutien crucial aux enfants en situation de guerre et a rappelé l'importance des droits fondamentaux des enfants. C'est une profonde gratitude que je prends la parole en cette clôture de la Semaine
internationale des droits des enfants, nous avons partagé des moments empreints de sensibilisation, de solidarité et d'engagement en faveur de nos enfants. Et je tiens à exprimer ma reconnaissance envers chacun d'entre vous de votre présence pour cette clôture. Je voudrais tout particulièrement remercier les autorités locales, la communauté qui nous entoure et tous les acteurs qui contribuent à la prise en charge exceptionnelle de nos enfants au sein de SOS Village d'enfants Tadjoura. Votre soutien indéfectible depuis plus d'une décennie a créé un environnement où chaque enfant peut grandir, apprendre et s'épanouir. L'année à venir marquera une décennie d'existence de ce magnifique projet. Et je ne peux qu'être fier de constater les projets réalisés à Tadjoura. Ensemble, nous avons construit plus qu'un refuge. Nous avons érigé un foyer chaleureux où l'amour et le soutien sont les fondations de chaque journée. Dans le contexte mondial, plus que la célébration, nous compatissons aux douleurs des enfants qui sont pris en piège, où leur innocence est sacrifiée dans les conflits qui ne sont pas la leur. Il est essentiel de rappeler le malheur qui frappe les enfants en situation de guerre, les familles déchirées, les rêves brisés. SOS Village d'enfants continue et continuera à être une lueur d'espoir pour ces enfants en situation de stress et d'urgence partout dans le monde. Nous engageons à leur offrir un refuge et les guider vers un avenir plus lumineux. Je suis ravi d'annoncer que notre engagement ne se limite pas seulement à la continuité, mais également à l'expansion de nos efforts. Nous envisageons d'étendre le programme de renforcement familial et de promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, particulièrement dans la région de Tadjoura. Cela permettra non seulement de renforcer nos communautés, mais aussi d'offrir de nouvelles opportunités durables à nos jeunes de Tadjoura. Je vous invite à célébrer cette réussite avec fierté, à poursuivre notre mission commune et à rester engagés avec nos enfants. Merci à chacun d'entre vous pour votre dévouement continu. Et ensemble, continuons à aboutir à un monde à chaque enfant avec le droit de rêver et de grandir. Sport, pour clore l'actualité nationale, le centre tennis de Gabot a clôturé le théâtre des finales d'un tournoi de tennis toute catégorie initiée et sponsorisé par la société Presto avec la participation de 60 jeunes de talent. Ce tournoi témoigne de l'essor du tennis dans notre pays. Au-delà d'un simple événement sportif, ce tournoi révèle une dimension humanitaire. Parallèlement, la Fédération djiboutienne de tennis a lancé une opération de soutien à la Palestine alignée sur l'initiative du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli. C'est sur l'engagement de la Fédération envers la cause noble, dépassant ainsi son rôle dans le monde du tennis pour devenir un acteur social. L'appui indéfectible du ministre des Sports, Hassan Mohamed Kamil, a été crucial dans la réussite de cet événement en démontrant l'importance que le gouvernement accorde au sport en tant que levier et solidarité accordée d'unité. Sous les encouragements du ministre, la FMI du tennis djiboutien a brillamment relevé le défi, participant activement à cet élan de solidarité envers les Palestiniens, en rassemblant la jeunesse autour du tennis et en tissant des liens avec les initiatives humanitaires. Du tournoi que nous avons organisé pour les enfants tout au long du mois de novembre. C'était l'occasion d'évaluer leurs performances et aussi de les initier pour la bonne cause qui nous unit aujourd'hui, qui est faire un don pour la Palestine. C'est avant tout leur apprendre aussi qu'il est important de partager, de penser à ceux qui sont dans le besoin. Et nos enfants ont tous contribué à cet effort, à cet élan. Et ce fut une journée agréable pour nos jeunes sportifs et les parents également qui ont été très ravis d'être présents. Et le membre de la fédération remercie tout le monde, tous les parents, les enfants
avoir contribué à cette journée qui est importante. Dans l'actualité internationale, je vous le disais, après 7 jours de trêve, les forces d'occupation israéliennes ont repris les attaques des civils dans la bande de Gaza. La fin de la trêve et les martyrs et blessés des bombardements israéliens dans les diverses parties de la bande de Gaza sont des nouveaux d'actualité. Au 56e jour, la trêve temporaire a pris fin ce matin sans aucune nouvelle de sa prolongation. Israël a repris le bombardement des civils palestiniens dans la bande de Gaza et ses avions ont bombardé diverses parties de la bande de Gaza, ce qui a entraîné de nombreux conflits, martyrs et blessés. Eh bien, le bilan reste que le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé aujourd'hui que le bilan des morts dans la bande de Gaza s'était alourdi. Plus de 109 après la fin de la trêve humanitaire temporaire. Le ministère a fait savoir ce qui suit. Le nombre des victimes des massacres d'occupation israéliens s'élève suivant la fin de la trêve. 109 morts, en plus des dizaines de blessés. Et pour la plupart, des femmes et des enfants, ajouté l'occupation israélienne en train de commettre de nouveaux massacres dans la bande de Gaza, immédiatement après la fin des trêves humanitaires. Précisant que cette dernière n'a pas aidé le système de santé, nous devons assurer l'acheminement des fournitures médicales et du carburant vers les hôpitaux de la bande de Gaza, a poursuivi le ministère, selon la même source. La trêve humanitaire temporaire dans la bande de Gaza, qui a débuté le 24 novembre dernier, grâce à la médiation du Qatar et l'Égypte, a pris fin aujourd'hui et a duré 7 jours au cours duquel un cessez-le-feu temporaire a eu lieu et des prisonniers ont été échangés. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.